Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Secrets d'Alsace. Si la vidéo vous plaît, si nos vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, à mettre un commentaire. Vous pouvez nous dire ce que vous aimeriez qu'on fasse la prochaine fois. Et parce que ça, franchement, ça nous aide énormément. Parce que si vous likez pas nos vidéos, on peut pas savoir si ça vous a plu ou pas. Donc on peut pas savoir ce qu'on peut faire de nouveau ou de mieux, ce qu'on peut améliorer ou faire de choses différentes. Donc n'hésitez pas à nous le dire. Est-ce que l'hôpital il a toujours été dans le même emplacement ? Alors non, d'après la légende, déjà le premier hôpital fondé dans Strasbourg, donc c'est l'ancienne domination de Strasbourg, aurait été fondé dès 657, pas 1600, non 657, par le duc d'Alsace Étichouin d'Aric. Mais attends, ce nom il me dit quelque chose. Oui. c'est bien, tu retiens des choses, c'est bien. Bah si, en plus c'était dans notre avant-dernière vidéo. Donc c'est le père des Sainte-Odile, c'est oui, ça ? C'est ça. Ok. Donc c'est la légende, hein, puisqu'on n'a pas de traces écrites, mais du coup après légende, il y aurait déjà eu un hôpital dès 657. Mais les premières traces écrites donc, de l'existence d'un hôpital datent de 1143, et en fait c'était dans une charte de l'évêque Burkhard qui situerait la fondation de l'hôpital vers 1119. D'ailleurs, ce document il est conservé aux archives municipales de Strasbourg. Et cet hôpital se trouvait à l'époque sur l'actuelle rue du Vieil Hôpital, donc près de la cathédrale, ce qui est logique parce que c'est centre-ville et donc c'est logique que l'hôpital soit centre-ville. Sauf que, du coup, il y a eu un deuxième hôpital qui a été créé parce que vers 1313-1316, il y a eu des épidémies de peste et de la famine et ça a décimé la ville. Et du coup, l'air il devenait nauséabond avec tous les malades et les morts, donc ils ont décidé de transférer l'hôpital hors de l'enceinte de la ville, près d'une porte qui s'appelle aujourd'hui Tour de l'hôpital. C'est ça. Et alors cet hôpital-là, il va être démoli vers la fin du XIVe siècle, donc autour de 1392-1393, parce qu'il y a eu des guerres qui étaient soutenues par l'évêque de l'époque, Frédéric de Blackenheim et de la noblesse, parce que la ville de Strasbourg, ils ont créé un pont, ils avaient le droit d'avoir peut-être un péage et certains n'étaient pas d'accord, donc ils ont assiégé la ville, il y a eu des guerres, il y a eu plein de trucs, voilà. Et donc ils avaient décidé de démolir l'hôpital pour éviter en fait qu'il ne soit occupé par l'ennemi. Envahi quoi. Voilà ça. Parce que l'ennemi qui assiégeait la ville, ils se sont dit l'ennemi arrive, on détruit l'hôpital. C'est quand même une décision assez brutale. Oui. Dire au lieu de juste garder les lieux et partir. Juste là. Voilà. Il n'y a pas de lieu, il n'y a pas d'endroit pour à envahir en fait, c'est bon. Et du coup, en fait, l'hôpital sera définitivement installé en 1398 à l'emplacement qu'on connaît aujourd'hui. Parce qu'il fallait le temps de reconstruire ce qu'ils avaient détruit, quoi. Voilà. Et du coup, de cet hôpital-là, il reste la cave à colonne à chapiteaux cubiques. Oui. Voilà. Une fois l'hôpital bâti à son emplacement actuel, est-ce qu'il y a eu encore des destructions, des réformes, des reconstructions? Alors évidemment que oui, hein, parce que je crois qu'on commence à avoir l'habitude toujours des destructions, reconstructions. Et le 4 novembre 1716, il va y avoir un incendie dans la chambre des copeaux. Et le feu va très vite se répandre et il va réduire en cendres tout le grand édifice. Et donc comme il va se répandre très vite, et avec grande peine ils vont essayer de sauver ce qu'ils peuvent sauver. Notamment ils vont réussir à sauver les maisons qui étaient autour donc du bâtiment principal, mais aussi l'économat, la chancellerie, la boulangerie, les écuries et la cave qui avait commencé à brûler, mais qu'ils ont réussi à sauver grâce à de la bière. C'est très alsacien. Écoute, la bière ça peut sauver des vies. Ouais. Alors le feu s'est propagé sur à peu près 2 jours. Parce que ce qui s'est passé, c'est donc du coup, il y a eu en fait une lavandière peu farouche et un valet très entreprenant. Alors je sais pas, peut-être c'était l'inverse aussi, oui. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ces 2 personnes-là, ils se sont dit qu'ils allaient faire leurs petites affaires. Et puis ils se sont dit que c'était sympa d'aller faire ça en fait dans le grenier à bois de l'hôpital, dans la réserve de copeaux. Et donc dans leurs ébats, forcément, comme il n'y avait pas de lumière, c'était la bougie. Et donc du coup la bougie a chu sur le tas de copeaux. Et donc là, ils se sont rendus compte que ça commençait à flamber. Alors du coup ils ont éteint le truc, mais ils ont juste éteint la surface. Ils n'ont pas éteint en fait le foyer qui était en train de ronronner dans les copeaux, quoi. Et donc du coup ce qui s'est passé après, c'est que ils se sont dit hop, c'est bon, c'est éteint, on sort.
Le feu a ronronné pendant toute la nuit, et début de la journée, il y a eu un incendie qui a commencé à se déclarer. Là, ils ont donc balancé de l'eau dessus, et ça a éteint en partie le feu, mais encore une fois, ils ne l'ont pas éteint correctement. Et donc, dans la nuit qui a suivi, là, par contre, ils étaient tellement désespérés qu'ils ont tout balancé ce qu'ils avaient. Et donc, en partie, des tonneaux de bière, des tonneaux de vin qui ont été balancés dessus. Alors, il y a une autre histoire qui chapeaute encore un peu plus le tout, en disant que le directeur de l'époque, c'était un Lorrain, et que donc, il y avait les Alsaciens qui ont voulu aider, mais il n'a pas voulu de l'aide des Alsaciens, donc il a fermé les portes de l'hôpital. Ça, c'est vraiment, je pense, le truc un peu rigolo, mais qui n'est pas forcément vrai. Par contre, il y a une autre histoire qui est vraiment vraie, c'est qu'en fait, le directeur de l'époque a vraiment réellement fermé les portes de l'hôpital pour que les gens de la ville ne puissent pas venir à l'intérieur pour voir que la quasi-totalité des membres du personnel hospitalier étaient sous. Parce que du coup, les types, pour pouvoir se filer un petit coup de main au niveau du boulot, ils picolaient quand même assez sympathiquement. Et donc, pour garder ce secret, c'est pour ça qu'il a fermé, et c'est pour ça en fait que l'incendie a pris tellement d'ampleur, et que les seuls restes d'avant cette époque-là, c'est la cave, donc les fondations du bâtiment qui sont restées intactes de 1395, et la pharmacie qui était l'ancienne boulangerie qui date de 1537. Donc, forcément, destruction, il faut reconstruire. Donc en 1718, c'est le début des travaux de reconstruction. Et en 1724, c'est déjà plus de la moitié donc, du nouvel hôpital qu'ils sont en train de construire, qui du coup est construit, et dont l'actuel bâtiment principal de la direction générale, qui date du coup de cette époque-là, du début du XVIIIe siècle. Donc ça c'est la deuxième salle de dissection qui date à peu près, on va dire, de 1789, donc après la Révolution française, où du coup il y avait vraiment en fait ici, il faut vous imaginer, là vous avez donc la face ici qui est donc une pièce en arc de cercle, un petit peu arrondie, et en fait de ce côté-ci il y avait des tribunes, et de ce côté-ci en fait il y avait des fameuses auges. Et ces auges-là du coup elles étaient en fait remplies, enfin elles étaient fermées d'abord, remplies de formaline. Et donc du coup il y avait des cadavres, et alors si on s'organisait bien, on pliait les cadavres un peu façon Macarena, et ça faisait genre 4-5 cadavres par auge quoi. Donc ils pouvaient venir venir, je vous laisse compter, je vous laisse faire le calcul. Mais ça en faisait quelques-unes. Et donc après les gars, quand ils avaient besoin, les docteurs leur demandaient, quand ils avaient besoin d'une tête, hop, ils avaient besoin d'un bras, une jambe, machin, et hop, ils faisaient la dissection en fait directement sur place. Faut vous imaginer en fait que ces grands racks de bouteilles en fait n'étaient pas là à l'époque. Et donc du coup c'était vraiment en fait une pièce qui était totalement ouverte. Et donc ça c'était la deuxième salle de dissection, mais la première, qui est la plus atypique, est par ici. Alors, en fait, si vous voulez, ce qui se passait, c'est que donc ils récupéraient les cadavres en fait ici, cadavres d'ailleurs qui venaient du pont du Corbeau, parce que le pont du Corbeau c'était un pont qui était pont d'exécution à l'époque. Et donc du coup on les tuait, et puis comme ils avaient tué leur propre famille à l'époque, ces malfrats-là, et ils n'étaient pas jugés dignes d'une sépulture chrétienne décente, et donc du coup quand la famille, ou du moins ce qu'il en restait, récupérait pas les cadavres pour les enterrer en catimini dans le jardin, il y avait des personnes peu scrupuleuses qui la nuit venue subtilisaient les cadavres et les rapportaient jusqu'à la place de l'hôpital. Et donc en fait au-dessus, au niveau du trottoir, juste à côté de la tour de l'hôpital, il y a les restes d'une petite trappe, où en fait ils ouvraient cette trappe-là, ils faisaient glisser les cadavres, ils arrivaient directement ici. Ils étaient sur une petite table comme ça, ils étaient pouponnés, ouverts, et puis comme ça, on faisait des dissections vraiment au jour le jour. Et cette pièce, elle date en même temps que la cave, en fait, donc de 1395. Et donc du coup, c'est pour ça que ça a été, on va dire, assez jalousement gardé, étant donné qu'à l'époque, c'était en pleine période de l'Inquisition. Et donc si ça venait aux oreilles des hautes autorités religieuses qu'on farfouillait dans les viscères des cadavres, c'était pas forcément très bien vu à l'époque. Et donc du coup, c'est pour ça qu'ils étaient vraiment petits, enfin vraiment discrets. Et donc voilà, si vous avez des copains de la police scientifique, vous les ramenez, parce que ce soit avec leur petit coton-tige, là ils trouveront différents organes, différentes époques, différentes pathologies peut-être, on ne sait pas. Mais en tout cas voilà, il y a dû avoir 2-3 petites giclées sur les murs qui ont dû faire un petit peu plaisir. Après, il y a eu l'annexion à l'Allemagne en 1871, où là il y a eu beaucoup de changements parce que l'hôpital civil est devenu simplement un hôpital un centre universitaire, et on sait que du coup Guillaume II, donc l'empereur allemand, il accordait beaucoup d'importance à l'université, aux études. D'ailleurs il a créé le palais universitaire, la Neustadt, tout ça, et en fait le développement l'extension de l'hôpital est lié au développement de l'université impériale qui sera fondée en avril 1872. Donc il y aura une mise en place d'une dizaine de cliniques et de services, en plus de ce qu'il y avait déjà. Et donc ça montre vraiment l'importance accordée par du coup l'Allemagne à
à tout ce qui est la médecine et les études scientifiques, tout ça à Strasbourg. Et comme dit, c'est lié aussi à l'université, puisque l'hôpital, on appelle ça les hôpitaux universitaires de Strasbourg. Donc c'est lié à l'université. Donc après la Première Guerre mondiale, c'est un nom français, et là il y aura de nouveau des extensions et des nouveaux services qui vont être créés, notamment en 1936, la création du Centre de lutte contre le cancer. Et ça va faire que croître l'hôpital. Et donc aujourd'hui, c'est 45 bâtiments sur plus de 23 hectares. Voilà, vache. C'est énorme en vrai. Bah, c'est une ville dans la ville, hein. Tu te perds. Hein. Non, on s'est perdu. Voilà. Mais bon, forcément, comme les bâtiments sont assez vieux, il fallait faire des reconstructions. Et donc dès 1980, ils vont commencer à réfléchir à des potentiels travaux. Parce que tu sais que si c'est des potentiels travaux, tu sais que ça va être un peu cher. Et donc en 99, c'est le début de ces gros travaux. Ils vont d'abord commencer par détruire certains bâtiments. Et en 2002, c'est le début de la construction. Jusqu'en 2008, c'est la construction du NHC, Nouvel Hôpital Civil, qui est le plus gros chantier hospitalier de France, avec un budget de près de 300 millions d'euros. Voilà, vache. Donc le but, c'était vraiment de créer, si on fait les travaux, on fait un truc top, quoi. Ouais. Et la dernière grande ouverture, c'était en 2020, de l'ouverture de l'Institut de cancérologie Strasbourg-Europe. Et donc à l'époque, l'hôpital, donc il soignait des Strasbourgeois, logique, c'était local. Après, comme dit, il est devenu un centre hospitalier universitaire. Donc il a pris en charge des patients de toute l'Alsace, du Bas-Rhin, de l'Alsace, de la région Grand Est, mais aussi de toute la France et même aussi aujourd'hui du monde entier. L'hôpital, est-ce qu'il a toujours reçu que des malades ou est-ce qu'il y avait d'autres sortes de patients qui pouvaient y aller? Alors, oui, il y en avait d'autres, il y avait les malades, oui, logique, mais il y avait aussi des pauvres, parce que c'était des hospices, donc c'était au départ, comme beaucoup d'hôpitaux, gérés par des religieuses, et du coup, il y a eu ce côté, on accueille tout le monde, dont les pauvres. En plus, avec toutes les guerres qu'il y a eu, comme j'ai dit avant, la guerre où la ville était assiégée, forcément, les gens, ils se réfugiaient quelque part, et du coup, le seul endroit où ils pouvaient se réfugier, c'était l'hôpital, parce qu'ils n'avaient pas d'argent, donc ils accueillaient les pauvres. Mais il y avait aussi des personnes âgées, qui étaient accueillies en tant que pensionnaires. Sauf qu'à partir de 1555, ils ont décidé qu'il n'y aurait que les bourgeois qui pouvaient être pensionnaires. C'est pour ça, Strasbourg, c'était un Bürgerspital. Et donc c'est l'hôpital des bourgeois, en fait, tout simplement. Parce que l'hôpital avait une manière assez particulière d'aborder ses patients, dans le sens où ils allaient un petit peu en prospection, et puis ils allaient chez les bourgeois qui étaient seuls et qui n'avaient pas de descendance. Ils disaient, écoutez, vous savez, au bout d'un moment, ça va être compliqué de vivre tout seul. Donc, nous, ce qu'on vous propose à l'hôpital, on vous propose le gîte, le couvert, la blanchisserie, machin et tout. On s'occupe de tout. La seule chose qu'on vous demande, c'est de nous léguer toutes vos possessions. Et donc, c'est pour ça que l'hôpital est devenu un des plus grands propriétaires terriens et viticoles de toute l'Alsace. Et encore aujourd'hui, l'hôpital est le premier propriétaire terrien d'Alsace. Mais l'hôpital de Strasbourg. Des terres. Ah oui, des terres, des forêts, des champs, des quartiers en ville, des appartements, tout ça. Oui, l'hôpital est propriétaire d'énormément de choses. Que tu sois bourgeois ou pas, tous les soirs, donc ils vont sonner une cloche qui s'appelle la Bubelglock. Et quand cette cloche a sonné, tous les pensionnaires doivent avoir réintégré l'hôpital. Donc c'est le couvre-feu. Tu sonnes la cloche, c'est comme la cour d'école, tu sonnes la cloche, tu rentres. C'est comme un couvent finalement, vu que c'était géré par des bonnes sœurs. C'est ça. C'est le même principe. Et au XVIe siècle, il y aura environ 200 pauvres malades, mais à certaines époques, les malades ils vont arriver par vagues. C'est-à-dire que des fois, ils vont en accueillir 600, 700. Est-ce que justement, il y avait de la place pour tous ces gens? Est-ce que les conditions étaient réunies pour pouvoir accueillir tout ça? Justement, non. Déjà, je pense que 200, c'était énorme. Mais alors 600, 700, en fait, ils étaient des fois entassés à 6 par lit ou carrément couchés sur le sol parce qu'ils n'avaient pas la place. Les soins étaient gratuits. Donc, ils avaient le droit d'avoir un minimum de soins. Mais c'était précaire parce que, déjà, il n'y avait pas les technologies. Il n'y avait pas d'employés, je pense. Il n'y avait pas les technologies d'aujourd'hui. Donc, forcément, c'est compliqué. C'était un droit, quoi. C'est ça. Et on proposait un bain qu'une fois toutes les 4 semaines. Par contre, les messes quotidiennes, tu pouvais les avoir dans la chapelle ou dans les chambres. Donc ça, de rigueur, tous les jours, tu avais ta petite messe. Voilà, soit dans ta chambre, soit dans la chapelle. Un bain, par contre, la messe, elle est gratuite. Le bain, il faut payer, il faut l'eau. Donc, quand tu as 600 personnes, ça fait beaucoup d'eau. Et alors, les personnes qui étaient incontinentes devaient dormir sur des litières en paille d'avoine. Et c'est seulement plus tard qu'ils auront droit à des draps qui seront changés quotidiennement. Ah merde, ça devait sentir bon là-dedans. Par contre, dès 1604, il y avait 2 chevaux et une voiture
une voiture ambulance qui était prête tous les jours, jour et nuit, pour aller chercher les malades et les blessés en urgence à public. Voilà. Un peu l'ancêtre du SAMU finalement. Voilà. Alors bon, il n'y avait pas de place à l'hôpital, mais ils pouvaient être cherchés. Donc, Qu'est-ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale? Est-ce que c'est comme partout en Alsace où il y a eu des changements brutaux? Il s'est forcément passé quelque chose. Oui, c'est forcément passé quelque chose, ça j'en doute. Déjà, quand la guerre commence, donc en 1939, l'hôpital civil va être évacué. Parce que forcément, zone de guerre, on va peut-être pas laisser les malades ici. Donc il sera évacué à Clervivre en Dordogne. Donc ils vont tous les patients, le personnel, tout ce qui est aussi le matériel va être transporté par train. Donc en Dordogne. Mais après la signature de l'armistice, donc en 1940, et du coup après l'annexion de l'Alsace à l'Allemagne, une grande partie des réfugiés du personnel va rentrer à Strasbourg. Mais la commission administrative a refusé. Elle ne veut pas, elle dit moi excusez-moi mais je veux pas être rentrer à allemande. Strasbourg. C'est ça. Ils se sont dit Strasbourg est allemande, moi je veux pas y aller. Donc la commission administrative elle reste en Dordogne. Donc l'hôpital civil va être divisé en deux, dans 2 pays différents, puisque la commission administrative sera en Dordogne en France. Ouais. Et du coup les patients, le personnel sera à Strasbourg en Allemagne. Et donc les locaux de l'hôpital, ils vont passer sous le contrôle de l'université allemande, donc la Reichsuniversität, en 1941. Donc parce qu'on sait depuis le début que voilà, la faculté de médecine et hôpital civil, ça va ensemble. Et ils vont inaugurer donc ces locaux, enfin l'université, tout ça, ils vont l'inaugurer le 23 novembre 1941. Voilà. Soit 22 ans jour pour jour après l'ouverture de l'université française de Strasbourg le 23 novembre 1919. Donc quand les Français avaient récupéré l'université après du coup qu'elle soit allemande, ils ont inauguré et eux ils se sont dit attends on la récupère donc on va réinaugurer l'université et on va faire le même jour parce qu'en plus le but de cette de cette Reichsuniversität de Strasbourg, c'était pas juste de rouvrir l'université, mais c'était de recréer l'université en fait de la continuité de ce qui avait été fait par l'empereur Guillaume II, donc la Kaiser Wilhelm Universität, donc l'ancienne université impériale allemande de Strasbourg qui datait de 1872. Donc c'était le but. Donc ils se sont dit on va en plus leur mettre le même jour, comme ça c'est bien. Ils se rappellent bien de l'Allemagne. Ouais, c'est aussi une manière de dire n'oubliez pas que Strasbourg, l'Alsace, c'est allemand. Enfin, on sait qu'ils avaient. C'est toujours allemand. Ils aimaient bien rappeler ça. Donc tous les services seront composés par des professeurs allemands. Et le 23 novembre 1944, pile poil. Voilà. Et Strasbourg sera libéré par les chars du général Leclerc. Et donc la reprise de l'hôpital par les Français va se faire plutôt tranquillement. Mais il y aura donc environ 200 soldats allemands réfugiés qui s'étaient réfugiés dans la cave. Eux, ils vont être faits prisonniers. Et après, en fait, le changement du personnel va se faire progressivement. Donc ils vont enlever le personnel allemand pour mettre du coup des personnels alsaciens, français, et les étudiants du coup qui étaient là. Et sauf que le rapatriement total de l'hôpital, lui, va débuter seulement en juin 1945. Je pense pour laisser le temps que les Allemands quittent la France, pour faire revenir, pour être sûr, c'est bon, on est sûr, il n'y a pas de problème. Voilà. Ils ont tout nettoyé. C'est ça. « 2015. Le docteur Raphaël Toledano découvre à l'Institut de médecine légale 3 préparations portant le nom d'une des 86 victimes du docteur Auguste Hirt. La même année, Michel Simès, médecin et chroniqueur, publie son ouvrage « Hippocrate aux enfers », dans lequel il indique que la faculté de médecine de Strasbourg posséderait toujours les restes de personnes déportées sur lesquelles des expérimentations auraient été effectuées par des médecins de l'Allemagne nazie. 2016. L'Université de Strasbourg, se trouvant alors au cœur d'une polémique, décide de mettre en place une commission historique internationale et indépendante. Mai 2022, la commission rend son rapport. Ça devenait une urgence de regarder le passé en face. Cette composante nazie avait été complètement laissée de côté, puisque la France ne se sentait pas comptable des crimes nazis et que les nazis avaient été soi-disant jugés. Donc on estimait que tout était réglé, alors qu'il y avait des imbrications beaucoup plus complexes. Frédérique Naud-Dufour, historienne.
But de la commission: éclairer l'histoire de l'université de Strasbourg sous le Troisième Reich, les crimes commis par les nazis et leurs victimes entre 1941 et 1944. Durant cette période, le camp de travail de Vorbrück-Schirmeck et le camp de concentration du Struthof en Alsace ont servi de source d'approvisionnement en êtres humains pour au moins 3 professeurs. August Hirt, professeur et directeur de l'Institut d'anatomie, a entraîné la mort de 86 personnes au Struthof pour son projet de collection de squelettes juifs. Otto Bickenbach, professeur de médecine interne, a effectué des expériences au phosgène, un gaz de combat. Eugen Hagen, professeur de bactériologie, a réalisé des expérimentations humaines pour le vaccin contre le typhus. Ce qui s'est passé dans cette université, c'est ce qui s'est passé dans toutes les universités nazies d'Allemagne et d'Autriche. C'est banal au regard de la science nazie. Mais dans le cadre français, c'est totalement exceptionnel. Il était donc nécessaire que les Français s'emparent de cette histoire, à laquelle ils sont liés, parce que ça s'est passé sur leur sol et parce que des Français ont trempé dedans. Frédérique Naud-Dufour, historienne. À ce jour, aucun nouveau reste humain provenant d'activités criminelles n'a été découvert par la commission. Ces travaux ont été pour la plus grande partie financés par l'Université de Strasbourg avec une aide de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. La contribution de l'État français a été jugée décevante par Mathieu Schneider. Ce n'est pas un travail uniquement pour l'université. C'est l'histoire de la France et de l'Europe dont il est question. Mai 2022. L'Université de Strasbourg met en place une exposition au Centre européen du résistant déporté, site de l'ancien camp de concentration Natzweiler-Struthof. Disponible jusqu'au 19 mars 2023, elle s'intitule « Exploitation multiple, la faculté de médecine de la Reichsuniversität Strasbourg et le KL Natzweiler 1941-1944 ».